Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la communication quantique, l'astrologie, la peinture vibratoire de l'âme ou encore la médiumnité chez les enfants. Et tout ça de manière très terre-à-terre bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette 3e saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien LOASO est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Aujourd'hui, je reçois à mon micro un duo qui m'a particulièrement touchée. Il s'agit de Romane, une très vieille âme âgée de 17 ans, accompagnée de sa maman Caroline. Comment forger son chemin dans l'enfance et l'adolescence lorsque nos facultés médiumniques sont omniprésentes ? Comment garder confiance en soi quand on ne peut parler à personne de sa connexion au subtil ? Comment accompagner son enfant éveillé dans sa quête d'épanouissement ? Romane et Caroline nous racontent leur histoire, les épreuves, les difficultés, mais aussi les rencontres qui ont tout changé et les belles prises de conscience à la clé. Je vous souhaite une bonne écoute et petite mise en garde, nous parlons dans cet épisode de dépression et de troubles alimentaires. Bonjour Romane et Caroline, je suis ravie de vous avoir à mon micro. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, est-ce qu'on peut commencer par des présentations rapides ? Donc Romane, est-ce qu'on peut commencer par toi ? Oui. Qui es-tu, Romane ? Bonjour, je m'appelle Romane, j'ai 17 ans. Je vis avec ma maman. J'ai un chien qui s'appelle Willow. Comment tu te décrirais en termes de personnalité ? Je suis quelqu'un de très gentil. Très timide. Très timide, oui. Très très timide. Je me trouve très généreuse aussi. Et toi, Caroline, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis Caroline, la maman de Romane. On a toujours habité toutes les deux. Toujours depuis, je crois qu'elle a 2 ans. Donc c'est vrai que Romane et moi, on est très très proches. On s'est dit beaucoup de choses. On n'a pas de secret l'une pour l'autre. Et jusqu'à présent, je suis vraiment très ravie d'avoir une petite fille comme elle. Voilà. Ça sent que vous êtes très... c'est une relation très particulière que vous avez toutes les deux. Voilà, Romane est très émue. Tu veux qu'on fasse une petite pause ? Non, ça va. Mais de toute façon, je savais que j'allais pleurer. Oui, Romane pleure beaucoup. Romane, est-ce que tu t'es toujours sentie différente des autres ? Oui, toujours. Depuis que je suis petite, je me suis toujours sentie différente des autres. Surtout avec les gens de mon âge. Tu te sentais quoi plus... Je me sentais vraiment à l'écart. J'aimais pas être amie avec les gens de mon âge. Je me sentais pas bien avec eux. Je m'entendais pas très bien avec eux non plus. Je m'ennuyais beaucoup avec eux. Voilà. Ouais, donc tu sentais que c'était qu'il y avait un écart en fait. Oui. Et t'as senti ça depuis vraiment toute petite ? Oui. Toi, t'as toujours senti ça ? Oui. Et j'ai toujours eu des amis plus grands que moi. Et toi, Caroline, tu sentais que Romane était différente aussi quand elle était petite ? Oui, je l'ai senti très rapidement, notamment à l'école. Donc c'est vrai quand elle disait qu'elle n'avait pas spécialement d'amis, elle se sentait pas très bien en fait avec les gens de son âge, peut-être parce que elle se sentait incomprise. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle cherchait à avoir des amis plus âgés, encore maintenant. Quand elle s'est décrite, la Romane, elle a dit je suis quelqu'un de très gentil et très généreuse. Et c'est vrai que ça, c'est des qualités qu'elle avait déjà quand elle était toute petite. Elle a toujours été très gentille avec les autres enfants. Elle ne s'est jamais moquée des autres enfants, même si certains avaient des problèmes, que ce soit grave ou moins grave. On en parlait la dernière fois. Elle avait un petit camarade de classe qui était fou amoureux d'elle, du CP au CM2, je crois. Et en fait, ce petit garçon bavait et tout le monde se moquait de lui. Et Romane, bien qu'elle n'était pas amoureuse de lui, elle ne s'est jamais moquée de lui. Ça restait son amie. Voilà pourquoi je pense qu'elle dit qu'elle est très gentille et qu'elle n'arrivait pas à s'entendre avec certains de ses camarades. Voilà. Là, c'est une petite anecdote parmi tant d'autres, mais jusqu'à présent, elle est encore très dans la générosité d'esprit, Romane. Ouais, le cœur ouvert. Très. Et tu l'as senti même quand elle était bébé ou c'est venu après ?
Déjà, bébé avec Roman, c'était un bébé super. C'était un bébé très gentil. Roman, pourtant, moi, j'ai été maman super jeune, à 23 ans, donc j'avais super peur. En plus, je me suis séparée de son père très, très tôt. Donc, je me suis occupée de Roman toute seule. Et c'est vrai qu'elle m'a jamais vraiment posé de difficultés. Alors oui, à 23 ans, j'ai pas pu faire ce que je voulais forcément, sortir avec mes amis, alors que mes amis, voilà, eux étaient encore dans la fête. Mais Roman, je l'emmenais partout. Je sais pas si tu te souviens. J'étais tout le temps avec moi. On était tout le temps ensemble. Je l'emmenais partout. Et c'est vrai que, ouais, c'était vraiment un petit bébé, une petite fille super. Facile. Très facile. Roman, pour toi, c'est quoi ton premier souvenir ou ton souvenir le plus lointain de connexion à l'invisible? Quand j'étais toute petite, en primaire, je voyais chez moi des fantômes. Je voyais des gens, des ombres partout dans ma maison. Partout où j'étais, derrière les rideaux, dans la salle de bain, j'en voyais partout. Et parfois j'entendais des voix. Mais ça me faisait très peur, que j'essayais de plus les entendre. Mais j'y arrivais pas. Ouais, donc t'étais déjà très connectée petite, quoi. Oui. Et c'est à l'école primaire, mais t'avais quel âge? Je devais avoir peut-être 7 ans, 7-8 ans. Donc vraiment, je commençais à voir déjà des fantômes. Et tu les décrirais comment physiquement? Qu'est-ce que tu voyais? C'était vraiment des ombres. Je voyais une silhouette très foncée qui se tenait devant moi, qui bougeait pas. Et tu ressentais quoi? J'avais très peur. Je comprenais pas parce que j'étais la seule à les voir. Donc je savais pas ce que c'était, je savais pas qui c'était et voilà. T'avais compris en fait que t'étais la seule à les voir. Oui, parce que j'en ai parlé à ma mère et qu'elle ne les voyait pas. Et c'était un peu ma prochaine question, c'est comment toi tu vivais tout ça? Est-ce que t'en parlais à tes parents? J'en ai parlé du coup à ma mère, pas à mon père. Et au début, ma mère, elle me croyait pas forcément. Du coup, moi, je me suis dit que c'était peut-être mon imagination, que peut-être j'imaginais ces personnes, mais elles existaient pas, c'était pas vrai. Et voilà. Toi, tu disais, bon, ok, en fait, c'est dans ma tête. Oui. Ou alors, et il y a eu un moment où tu t'es dit, non, en fait, peut-être que non, c'est pas dans ma tête. Oui, il y a eu un moment parce que au bout d'un moment, c'était pas juste je les voyais, c'était ils réussissaient à me toucher. Je les sentais à côté de moi, je sentais leur présence. Ils faisaient bouger mon lit, ils bougeaient des objets dans la pièce. Il y avait des objets qui se déplaçaient. Donc là, bon, je me suis dit... J'ai un petit frisson qui m'a parcouru le dos, ouais. Oui, donc pas forcément des entités qui... pas super bienveillantes, quoi. Non, elles savaient que j'avais peur, ouais. Qu'elles en profitaient. Ouais, ils se nourrissent, ils se nourrissent de la peur, ok. Et pour toi, Caroline, comment ça se passait à l'époque quand Roman te disait des choses comme ça? Est-ce que tu avais déjà été confrontée à des trucs de l'invisible ou des histoires? Qu'est-ce que tu pensais des gens qui voyaient ou des médiums, des gens qui canalisaient et tout? C'était quoi ton rapport à ce monde-là? J'avais pas vraiment d'a priori, mais c'est quand j'entends Roman, en fait, j'ai quelque chose qui me revient. Quand j'étais petite, moi j'étais plutôt ado, 14-15 ans, j'entendais des bruits bizarres dans ma chambre. Et j'en avais parlé à mes parents, à ma sœur, et effectivement ils me disaient mais non, mais c'est dans ton imagination. Et en fait ces bruits je les entendais très souvent la nuit. Bon après c'est vrai que ça m'est sorti de la tête. Et quand Roman m'en a parlé, bon je la croyais pas du tout. Effectivement je disais aussi que ça devait être dans son imagination. Après c'est pas que j'y croyais pas forcément, mais c'est que j'étais peut-être pas encore assez ouverte pour la croire, en fait. Mais ça t'inquiétait? Non, ça m'inquiétait pas. Je crois que honnêtement, je pense que j'avais d'autres soucis en tête. Parce que avec son père, on avait quand même, on s'était séparés, c'était assez difficile. Donc, pour moi, c'était plus des histoires d'enfants, en fait, qu'elle se racontait. Ouais. Oui, tu minimisais, en fait, le truc. Carrément, ouais. Ouais, donc toi, Caroline, t'as à aucun moment, enfin, à part cette phase quand t'étais adolescente, mais t'as jamais, je sais pas, tu pensais quoi, par exemple, des gens qui allaient voir des médiums, etc. T'y croyais un peu
Ou t'étais complètement réfractaire à tout ça ou En fait, je croyais... Pourtant, ma mère est thaïlandaise et à chaque fois que j'avais un nouvel appartement ou à chaque fois qu'il y avait des fêtes, elle disait je vais chasser les fantômes. Donc pour moi, les fantômes, c'était pas un mot étranger quand même, mais j'étais assez loin de ça en fait. Ça me dérangeait pas que par exemple ma mère me parle de ça, mais c'est pas pour autant que j'y croyais forcément. Après les médiums, honnêtement tout ce qui est médium, enfin tout ça, j'y pensais même pas en fait. Voilà. ça faisait pas partie de ton monde? Pas du tout. Pas du tout. C'est venu bien plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé qui a créé une bascule dans vos vies à vous deux? Est-ce que vous arrivez à le dater? Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier? Je pense que j'ai commencé à y croire un petit peu plus quand je me suis mise avec quelqu'un. Je crois que Roman avait 9 ans et cette personne, par contre, elle était vachement ouverte à tout ça. Et quand on allait dormir chez lui, Roman dormait dans le salon et elle demandait à ce que mon ami lui fasse une barrière anti-fantôme. Donc, il mettait des coussins tout autour du canapé et il lui disait là, les fantômes, ils vont pas pouvoir rentrer. Et s'ils veulent rentrer, tu leur dis non, tu t'en vas et tu leur dis méchamment partez. Bon, moi, j'avoue que ça m'amusait un petit peu. Je me disais, mais ils sont un petit peu fous tous les deux. Mais je les laissais faire parce que Roman adorait cette personne, qui fait toujours partie de notre vie d'ailleurs. Hein. Oui, je l'adore toujours. Voilà, il est toujours là. On se voit tout le temps. Et en fait, c'est lui aussi qui m'a un petit peu... qui m'a convaincue qu'il existait quand même quelque chose. Voilà, il voulait pas être trop direct, mais il me disait, mais tu sais, Roman, si elle voit des choses, je pense qu'elle les voit réellement. Et il faut que tu l'écoutes, il faut que tu sois là quand elle te dit qu'elle a peur, qu'elle voit des choses, qu'elle voit des fantômes, qu'elle voit tout ça. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé à changer un petit peu mon fusil d'épaule et j'ai commencé à lire, à me documenter, à écouter mon ami. Il me racontait de plus en plus de choses qu'il avait vécues. Et même là, il a commencé à me parler d'un médium. Voilà, je suis même allée voir un médium plus tard. Et à partir de là, j'ai commencé à m'y intéresser, mais sans forcément y croire, en fait. Je m'y intéressais. Et c'est après, il s'est passé des choses dans ma vie. Et là, ça y est, j'ai compris. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie où t'as compris? En 2018, j'ai perdu mon père. Une mort assez brutale. Et juste avant, en fait, c'est marrant quand même, mais juste avant son décès, j'ai commencé un petit peu plus à m'intéresser au monde de l'invisible. Et j'ai lu un bouquin. C'était Ces âmes qui nous quittent, de Marie-Joanne Croteau, Meroy. Et je l'ai lu d'une traite, mais je me disais quand même, bon, elle va un peu loin dans ce qu'elle raconte, mais c'est ok. 6 mois plus tard, je perds mon père, dans des circonstances quand même plutôt dramatiques, et je savais plus, je savais pas quoi faire en fait. J'étais vraiment perdue, j'étais anéantie. J'ai relu ce bouquin, et alors là, je l'ai vraiment relu différemment. Et j'étais tellement mal que mon ami me dit, pourquoi tu contactes pas cette dame? Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je lui raconte? Je dois être une fan parmi tant d'autres à lui envoyer un mail pour savoir comment va mon père. Et il me dit, mais vas-y. Je lui ai écrit un mail, elle m'a répondu quelques semaines plus tard. Elle s'est mise en connexion. Voilà, en connexion avec lui. Voilà, et elle m'a dit, et je lui avais pas spécialement raconté beaucoup de choses. Et elle m'a dit, ton père va très mal, il n'est pas du tout dans la lumière, il est très en colère, il faut l'aider à partir. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé à lire vraiment, vraiment plein de choses et je sais qu'il existe vraiment quelque chose après la mort. Voilà. Ouais, toi, ça a été ton point de bascule. Ouais, vraiment. Ce qui est assez commun hein, quand on perd, tout ce qui est choc émotionnel de toute façon, mais c'est vrai que quand on perd quelqu'un de très proche, en tout cas dans les personnes que j'ai interviewées dans le podcast, ça arrive souvent que ce soit ces moments de vie là où la question en fait de la mort, ce qu'il y a après, et puis en plus t'avais Romane qui elle se connectait très facilement à cet autre côté. Ok, donc pour toi c'est à ce moment-là que la bascule s'est effectuée. Et toi t'as senti un changement aussi à ce moment-là dans comment t'en parlais à ta maman Bah oui. Parce que du coup, je pouvais lui parler de tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais. Elle comprenait, elle m'écoutait et elle y croyait. Donc oui, ça a changé. Et t'as ressenti quoi?
Ah bah j'étais soulagée, j'étais contente de pouvoir de tout lui dire. Déjà qu'on se disait tout, mais vu que ça, elle y croyait pas forcément, bah, je lui racontais pas tout et puis finalement maintenant, bah, je peux parler de ça tout le temps avec elle. Et ça te faisait quoi de pas pouvoir tout lui dire à ce moment? Bah au début c'était compliqué parce que du coup j'en parlais à personne, mais après je peux citer Vicente, je peux le citer. Il va être content. Mais après, du coup, j'ai rencontré Vicente, mon beau-père, et avec lui, bah, je pouvais parler de tout, vraiment de tout. Et c'est même lui qui m'a vraiment aidé à y croire à nouveau. Oui, parce que toi, en fait, tu percevais des choses, etc., mais t'avais pas forcément confiance en toi en termes de croire en tes perceptions. Mhm. Oui, donc ce monsieur t'a vraiment aidé à avoir une meilleure assise en fait par rapport à qui tu es. C'est une belle rencontre hein, quand même parce que entre toi t'accompagner dans la découverte d'eux et toi te conforter dans qui tu es, ce que tu perçois, c'est quand même, j'allais dire une chance, mais bon, il n'y a pas trop de hasard dans la vie, n'est-ce pas? Ouais, en tout cas, on est vraiment ravis qu'il fasse partie de notre vie encore, Oui. même si on n'est plus ensemble. C'est vraiment, il fait partie de notre famille. Oui, moi c'est toujours mon beau-père Voilà. et ça le restera pour toujours. C'était quoi la période la plus difficile? C'était quoi le truc le plus difficile à surmonter? J'ai eu beaucoup de problèmes avec mes parents, avec mon père, avec ma mère aussi. Mais ça, j'avais 10-11 ans. Et ça a été vraiment la période la plus difficile pour moi. Pourquoi tu penses? Parce que je pensais que mes parents, ils m'aimaient pas. Donc ça a vraiment été très dur pour moi. Je pense qu'elle se sentait vraiment incomprise, en fait. Je pense qu'elle trouvait pas sa place d'enfant. Parce qu'on était vraiment en conflit avec son père et du coup, je pense qu'elle s'est sentie rejetée des deux côtés. Tu t'es sentie seule? Très Oui. seule. Ouais, très seule. Et pour toi, ça a été quoi le moment le plus dur? Alors moi, je dirais pas le même moment parce que je l'ai pas du tout vécu de la même façon qu'elle. Mais pour moi, le moment qui a été très difficile, c'est au collège. Romane a eu des problèmes de santé. Elle s'alimentait plus. Donc, elle a dû se faire hospitaliser. Et ça, pour moi, ça a été très, très difficile à gérer. Très, très difficile. J'allais en venir la scolarité. Aujourd'hui, tu es déscolarisée. Oui. Ça fait combien de temps que tu es déscolarisée? Ça va faire 1 an. Et ça va? Ça va. Ça va bien? Ça va très bien. Ouais, t'es Oui. contente? Très contente. Ok. Je vais beaucoup mieux. Ouais. Donc là, t'as 17 ans. Oui. T'as été déscolarisée donc à 16 ans. Oui. Tu t'es arrêtée en seconde. C'est ça. Ouais, ok. Comment tu l'as vécu ta scolarité? Je l'ai très mal vécu. Très très mal. J'étais malheureuse. J'allais pas bien du tout. Je détestais aller à l'école. Dès l'entrée au CP. Dès l'entrée en CP. Pourquoi? Qu'est-ce que tu détestais? Bah déjà j'étais très timide et j'étais vraiment pas à l'aise avec les gens. J'étais pas à l'aise avec les autres enfants. Par contre, j'étais très à l'aise avec les animateurs, les surveillants, tous les adultes, mais pas les enfants. J'étais très timide, j'osais pas prendre la parole, j'osais pas parler. Lever la main, c'était impossible pour moi. Donc dès le CP, ça a été très compliqué pour moi l'école, mais ça a vraiment commencé à devenir ingérable au collège. Pourquoi tu penses? Mes 2 premières années au collège, ça a été très dur parce que j'étais pratiquement jamais à l'école à cause de beaucoup de problèmes familiaux. Donc déjà, j'ai vraiment pas suivi les cours. J'avais pas mes amis, je les voyais pas souvent. Donc ça a été très dur. J'étais en retard dans toutes les matières. J'avais du mal à faire mes devoirs, j'avais du mal à réviser. Puis j'aimais pas faire mes devoirs, j'aimais pas réviser non plus. Donc ça a été assez compliqué. Et ensuite, en 4e jusqu'en 3e, j'ai eu des problèmes de santé. Et là, ça a vraiment été très dur. Et c'est là où je peux Où dire. t'as commencé à décrocher vraiment. Oui. En 4e, je suis tombée en dépression. Et après, je suis devenue anorexique. Et, j'ai été hospitalisée. Et après mon hospitalisation, pardon, quand je suis retournée à l'école, c'est là où vraiment ça allait plus du tout. Je pouvais plus sortir de chez moi, j'arrivais plus à marcher dans la rue, j'arrivais même pas à aller à la boulangerie acheter du pain. Je pouvais plus rien faire, je pouvais plus vivre. C'était insupportable pour moi. À l'école, j'avais peur de tout. J'angoissais tout le temps. Je pleurais tout le temps, j'avais peur.
et j'avais plus d'amis. Ok, pardon, ça me touche. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé en fait ta dégringolade? Parce que là, ce que tu racontes en fait, c'est un espèce d'effet boule de neige. Comment t'as senti que ça commençait? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pensais que mes parents ne m'aimaient plus. Donc j'ai commencé à ne plus m'aimer aussi. Parce que je me suis dit, bon bah s'ils m'aiment plus, c'est que j'ai fait quelque chose de mal, c'est ma faute, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Et du coup, bah, j'ai commencé à ne plus du tout m'aimer. Je me trouvais plein de défauts, je me trouvais pas belle, j'aimais pas mon corps, j'aimais rien chez moi. Donc bah, j'ai commencé à vraiment perdre confiance en moi, mais totalement confiance en moi. C'est pour ça que bah, je pouvais plus sortir, je pouvais plus me regarder, je m'aimais vraiment pas. Donc j'ai arrêté de manger parce que j'aimais pas mon corps. Je me suis dit, si je mange plus, bah, je vais être plus jolie, je vais être plus mince, je vais plus m'aimer. Mais au final, pas du tout. C'était encore pire. Bon, bah, quand tu t'aimes plus et que t'as plus confiance en toi, bah, ça va plus du tout. Donc, je suis tombée en dépression et là, bah, je voulais plus rien faire. Je voulais plus sortir de chez moi. J'étais vraiment, je voulais plus vivre un moment. J'étais vraiment très mal. Je voulais pas voir mon père, je lui parlais pas du tout. Ma mère, elle était là et ma mère, elle sait très bien que je l'ai toujours aimée. C'est la personne la plus importante pour moi. Je l'aime plus que tout au monde. Donc, je voulais quand même être forte pour elle. Mais en même temps, vu que bah, je me demandais si elle m'aimait, alors que c'est bête, hein, parce que je sais qu'elle m'aime, ma mère. En tout cas, maintenant, je le sais. Mais vu que je savais pas si elle m'aimait, que j'hésitais, bah, ça allait pas, en fait. Ça allait pas du tout. Tu parlais de cette période-là tout à l'heure, quand je te disais c'était quoi le moment le plus difficile. Tu disais c'est quand Roman a été hospitalisé, c'était cette période-là, donc 4e, quoi, quand t'étais en 4e. Ouais, 4e, ouais. Et ça a duré combien de temps? 2 ans. Ça a duré 2 ans, ouais. 2 ans, c'est où elle long. était sous antidépresseurs, tout ça. Ouais, ça a été vraiment une période très, très, très compliquée. Très compliquée à gérer. Et pour moi, l'idée de la déscolariser, ça me venait même pas en tête, en fait. Pour moi, t'as des soucis, mais tu dois quand même aller à l'école. Ouais, je peux dire que j'étais vraiment bête à cette période parce que j'écoutais pas du tout ma fille, en fait. J'écoutais plutôt les autres. J'écoutais les autres parce que un enfant qui a 14, 15 ans, il doit aller à l'école. C'est tout. Tout le monde me disait non, mais elle fait sa crise d'ado. Alors moi, je me suis jamais dit elle fait une crise d'ado, par contre. Mais je voyais pas. Je savais qu'elle avait des problèmes, mais je pense que je me voilais la face, en fait. Voilà. Mais je pense pas que c'est être bête. Non, je pense pas que c'est être bête. Je pense que on est tellement conditionné que en fait, c'est très très dur d'aller à contre-courant. Et surtout, moi je suis pas maman, mais je pense qu'en tant que parent, il faut le supporter, le regard des autres quand tu dis, en fait, ma fille a 14 ans, ça ne va pas, je l'enlève de l'école, tu vois. Et que c'est pas du tout commun de déscolariser. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est illégal, en fait, tu vois. Ouais. Donc, je pense pas que ce soit être bête, je pense que c'est juste mettre du temps à se déconditionner tout ça et c'est normal, en fait. Après, quand je dis que j'ai été bête à cette époque, c'est plutôt une façon pour moi de dire que j'ai pas été vraiment à l'écoute de ma fille alors que j'aurais vraiment dû. Et je regrette. Après, elle sait que je regrette, elle sait que je l'aime, elle sait que elle m'a pardonné, je me suis pardonnée, donc voilà, ça y est. Maintenant, on n'en parle même plus de ça. Non. Ouais. Quelque chose qui est derrière nous maintenant. Ouais, mais t'as eu une phase de culpabilité que t'as travaillé. Ouais, beaucoup de culpabilité. Et comment vous êtes sortis de ça? En fait, en 3e, alors Romane, bien qu'elle ait jamais suivi son parcours scolaire à la lettre, Romane, elle a toujours été quand même bonne à l'école, donc elle devait passer en seconde générale. Sauf qu'en 3e, effectivement, là, elle avait plus de notes. Donc, ce qu'ils lui ont dit, c'est de choisir une voie professionnelle. Et c'est là où j'ai eu un petit déclic quand même, c'est que je me suis rendu compte que les enfants les mettaient vraiment trop dans des cases. Donc, sous prétexte qu'elle n'avait pas de notes, c'est qu'elle était nulle. Donc, elle ne pouvait pas aller en voie générale.
Donc, du coup, j'ai dit à Roman, c'est pas grave, de toute façon, trouve quelque chose en professionnel. Et comme ça, tu pourras peut-être partir plus rapidement de l'école. Donc, du coup, Roman a trouvé un bac pro esthétique. Un bac pro esthétique. Donc, je lui ai dit, tu fais tes 2 ans et après, on verra. Et elle a fait une première année à l'école, mais je lui ai dit, écoute, franchement, on t'inscrit, mais tu vas pas tous les jours. Tu vas de temps en temps, tu fais en quelque sorte acte de présence. Et en fait, au début, elle était assez quand même assidue. Oui. Et pendant l'année, voilà, elle y allait de moins en moins. Elle était... Et en fait, le fait qu'elle y allait de moins en moins, qu'il y avait vraiment plus de pression de mon côté, elle a commencé à aller beaucoup mieux, à se détendre. Elle arrivait à prendre le métro, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à faire, parce qu'elle n'arrivait même pas à aller chercher du pain. Et donc cette année, en fait, cette année de seconde, elle était vachement... Ouais, je pense que c'est là que tout a changé, en fait. Et à la fin de la seconde, je lui ai dit, écoute, tu vas avoir 17 ans, donc si tu veux, on arrête. On arrête l'école. Je vais peut-être avoir des problèmes, parce que maintenant, en fait, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais jusqu'à tes 18 ans, il faut quand même que tu fasses des formations, des choses comme ça. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de relances du rectorat. Donc, en fait, ce qu'on fait là, c'est pas... elle n'est pas totalement déscolarisée, mais bon, en quelque sorte, elle l'est pour moi, mais pas au niveau de la loi. Et la Romane, je vois qu'elle a vraiment changé. C'est une autre personne, totalement. Plus de pression, plus d'enjeux, plus de notes, plus de tout ça. Et depuis septembre dernier, c'est une autre Romane, en fait, complètement. Ça t'a libérée? Oui, vraiment. Et toi, tu le sentais déjà, l'option de la déscolarisation, quand tu étais en 4e dans ta phase dark. Est-ce que tu y pensais déjà? Est-ce que tu savais que c'était une possibilité? Tu l'envisageais comment? Moi, je voulais arrêter l'école, je voulais plus du tout y retourner. Mais déjà au collège, tu te disais en fait... Ah oui, c'est plus possible. L'école, c'est pas fait pour moi. C'est vraiment pas fait pour moi, je peux pas. Mais non, je me disais pas que en seconde, j'allais être déscolarisée, parce que pour moi, ma mère n'aurait jamais accepté. Surtout que je rebondis sur un truc quand elle disait... j'ai toujours détesté l'école. Dès le début, je pense qu'elle détestait sa mère quand même, parce que dès le CP, je lui mettais la pression, en fait. Je voulais que ma fille soit la première de la classe. Je voulais qu'elle excelle dans toutes les matières. Dès le CP, je lui mettais cette pression. Mais que avec l'école. Que avec l'école. Oui. C'était comme ça. Donc je pense que j'y suis pour beaucoup quand même là-dedans. L'école, c'est quand même assez particulier en termes de mettre les gens dans des cases. Et toi, t'es différente, t'as une grande sensibilité et tu ne rentres pas dans les cases que la société, toutes les cases possibles dans cette société. Moi, je pense que de toute façon, ça aurait été le cas, tu vois, que t'aies les meilleures notes ou les pires notes, en fait. C'était juste ce conditionnement. Tu savais très bien depuis le début que tu rentrais pas dans le moule, en fait. Mais, ok, donc ouais, ça t'a complètement libérée. Et t'as continué à canaliser ou à voir des choses ou à canaliser... Qu'est-ce que tu canalises d'ailleurs? Je t'ai même pas posé la question. Les anges, les archanges, les guides, tes guides? Mes anges, mes guides. J'arrive aussi de temps en temps à communiquer avec mon grand-père qui est décédé. Mon grand-père du côté de ma mère. Et puis des fantômes. J'en vois toujours. Ouais. Des gentils cette fois? Non. Ou un peu? Non. Toujours des pas très gentils. Et t'arrives à les dégager? Maintenant, oui. Ok. Ça y est. Ok. J'ai ma méthode. T'as ta méthode, ouais, c'est bien. Et ça, t'as continué, en fait, à toujours garder lien depuis petite? Oui, parce que j'ai toujours aimé ce lien, même. Même si j'en avais peur au début, j'ai toujours été attirée par ça. Et est-ce que tes guides, ils t'ont aidé dans cette phase dans cette phase très difficile, d'ailleurs, quand t'étais au collège? Est-ce que t'as eu un soutien de l'invisible? Je pense que oui, ils m'ont aidée, mais que je voulais pas les écouter, je voulais pas les entendre. Mais je pense qu'ils ont quand même toujours été là, avec moi. Qu'est-ce que tu voulais pas entendre? Que ça allait finir par passer, que ça allait bien, que c'était pas grave, ça allait passer, qu'il fallait que je continue à avancer. Mais non, moi je me mettais vraiment en position de victime. Moi j'allais pas bien et c'était comme ça.
Et quand est-ce que tu as compris que tu avais des facultés de guérison, de magnétisme? Alors pour ça, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré aider les gens. Mais vraiment, j'ai toujours beaucoup aimé ça. J'adorais parler aux gens. À chaque fois, dès que quelqu'un était triste, cette personne, elle venait me voir. Et elle me parlait. Elle me racontait toute sa vie. Alors que moi, j'avais rien demandé. Et c'est comme si j'attirais les gens. Mais du coup, c'était pas toujours très cool parce que je prenais aussi toute la tristesse des gens, tout le malheur des gens. Petite éponge. C'est ça. Ouais. Et mais moi aussi, j'ai toujours été attirée par ces gens-là. J'ai toujours aimé les aider. Je voulais toujours les aider. Donc depuis petite, je suis comme ça. Donc je me suis toujours dit bon plus grande, j'aimerais travailler dans la relation d'aide. Je voudrais faire un métier pour aider les gens. Et du coup, quand j'ai découvert le magnétisme, ça m'a tout de suite plu. Comment t'as découvert le magnétisme? C'est ma mère qui m'en a parlé pour ma phobie scolaire. Elle m'a dit, tu veux pas avoir un magnétiseur, tu veux pas essayer, peut-être que ça marchera. Donc, je suis allée voir une première dame. Ça, j'ai pas aimé. Alors, t'as pas aimé le magnétisme ou t'as pas aimé j'ai pas aimé la personne. Okay. J'ai pas aimé la personne. En fait, elle a d'abord essayé l'hypnose. Ah, non, mais j'ai essayé plein de trucs. Oui, en fait, elle a essayé plein de choses. J'ai essayé plein de trucs. On a trucs. fait de la kinésiologie, de l'hypnose. On a commencé plus soft par de la sophro, après de l'hypnose, après de la kinésiologie. Rien n'a fonctionné. Et je lui ai dit, bon, écoute, on va essayer le magnétisme. Et rien n'a fonctionné, mais parce que à ce moment-là, je pense que je ne voulais pas guérir. Donc voilà. Et qu'on avait essayé trop de choses. Et on avait essayé trop de choses. En plus des psys. C'est ça. Je voyais trop de médecins, tout le temps. Je racontais la même histoire tout le temps. Et j'en pouvais plus. Ils disaient quoi, les psys? Déjà, ils me disaient pas grand-chose. Ils étaient là devant moi. Ils m'écoutaient, puis ils écrivaient plein de choses sur moi, tout ce que je disais. Mais c'est tout. Donc à un moment, je continuais à aller voir des psys parce que j'étais obligée. L'hôpital voulait absolument que j'envoie. Et j'y allais, mais je parlais plus. Je parlais pas. Pendant 1 heure, je parlais pas. Et au bout d'un moment, c'est les psys qui me disaient ça sert à rien de revenir. Hein. Si vous parlez pas, ça sert à rien. Donc j'arrêtais. Et à chaque fois, j'en renvoyais un nouveau, mais je parlais toujours pas. Et ça a été comme ça pendant un moment. Donc après, c'est là où on a commencé la sophro et tout. Et mais ça me convenait pas. Ça me convenait pas. J'aimais pas. J'avais pas envie d'y aller. Ça me saoulait d'y aller. Donc on a arrêté. Et quelques temps après, je suis allée voir une magnétiseuse. Et je pense que du coup, on en parlait avec maman, qu'elle m'a beaucoup aidée, cette dame. Même si j'ai pas aimé. Tu l'as pas senti, quoi, sur le moment. Non, mais vraiment pas. Oui, t'as pas senti la dame. Enfin, oui, c'est ça. Je pense que c'est une personne qui est hyper douée dans le magnétisme. Mais par contre, pour parler aux enfants, je crois qu'elle... Ouais, humainement... Non, parce que quand on allait pour la phobie scolaire, elle lui a dit tu veux finir clocharde? Et je crois que ça a choqué Romane, et même moi ça m'a un petit peu choquée en fait. Oui, c'est un peu violent, ouais. Oui. Et donc du coup, elle a quand même fait la séance, et c'est vrai que moi je trouve qu'il y a eu un grand changement après cette séance. Mais vraiment. Romane, elle s'en est pas rendue compte. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Mais pour moi, il y a eu un grand changement. Et après, elle est allée voir un autre magnétiseur. Elle a complètement changé. Là, c'était une autre Romane. Tu savais depuis toujours que toi, t'avais cette faculté de magnétisme, que t'avais ça dans les mains? Le magnétisme, non. Mais j'ai toujours senti que j'avais quelque chose en plus. Que j'avais quelque chose. Mais je m'y suis pas trop intéressée non plus. Et c'est quand après j'ai découvert le magnétisme, je me suis dit, peut-être que c'est peut-être ça. Comment tu sentais que t'avais ce petit truc, qu'il y avait quelque chose de latent, tu vois, qui dormait un peu? Parce que j'étais vraiment très proche des gens. Et c'est comme si je ressentais tout chez eux. Je ressentais à chaque fois qu'ils étaient tristes. C'est comme si je savais pourquoi ils étaient tristes. Je ressentais leurs énergies. Je sentais tout vraiment. Et du coup, c'est quelque chose que tu travailles aujourd'hui? Oui. C'est ça que tu as envie de faire c'est ça que tu as envie de développer, ouais. Oui, vraiment. J'aime beaucoup ce que je fais. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une vieille âme? Oui. Comment tu le définirais? Une vieille âme, c'est quelqu'un qui s'est réincarné plusieurs fois, qui a eu plusieurs vies. C'est une âme qui est souvent très gentille. Elle a vécu plein de choses,
dans ses vies d'avant, dans ses vies antérieures. Donc je pense que c'est quelqu'un de très gentil, très mature et bienveillante. Et est-ce que toi, tu te considères une vieille âme ? Oui. Tu le sais ? Oui, je le sais. Comment tu le sais ? Parce que mes anges me l'ont dit. Et t'as tout de suite compris ce que ça voulait dire ? Non, Ouais. Je savais pas ce que c'était. Est-ce que tu sais pourquoi tu t'es incarnée dans cette vie en tant que Romane ? Mes anges me l'ont dit aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Ils m'ont dit que j'étais là pour aider mes parents. Donc toi, Caro, t'étais pas relaxologue à l'époque ? Non, je travaillais j'étais salariée, je travaillais dans une grosse boîte, dans un service juridique. Et en 2018, quand j'ai perdu mon père, tout s'est accéléré et j'ai complètement changé de vie professionnelle. Et je me suis formée à différentes techniques, l'hypnose, la sophro, la relaxologie, plein de choses. Et à partir de là, tout a changé dans ma vie, que ce soit au niveau personnel, familial, amoureuse. J'avais vraiment d'autres attentes. Voilà. Ouais, il y a tout qui a changé pour toi en 2018, quoi. Tout a changé, oui. Il y a les prises de conscience. Oui, quoi. exactement, c'est ça. Beaucoup de prise de conscience. Ouais, mais tout concentré, quoi. La même année. C'est ça. Ça a dû être sympa à vivre, tout ça. Ouais, mais c'était très, très enrichissant, vraiment. Mais tu te sens libérée, toi, Totalement. Ouais. Et là, je suis vraiment... Autant certaines personnes à 40 ans, elles le vivent très mal. Moi, j'adore ma vie à 40 ans. Je suis totalement épanouie. Ouais, puis ça sent que vous êtes bien toutes les deux. Ouais. Ouais, que vous êtes... je sais pas... Non, on est très proches. On s'aime beaucoup. Ouais, mais ça sent que vous êtes en harmonie, en fait. Et Romane, pour finir cette interview, qu'est-ce que tu dirais à la Romane qui est en 4e et qui va pas bien du tout, ou à des jeunes personnes qui sont dans la même situation ? Que c'est très dur sur le moment, mais que ça va passer, que tout passe et qu'il faut être fort, mais que ça ira. En fait, tu donnes le même message que tes guides t'ont donné quand tu traversais cette période. Merci beaucoup, Caroline et Romane. Merci. Raphaël. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Quand j'ai eu le premier contact avec Romane et Caroline, déjà j'ai été très touchée par leur histoire et par l'amour et la proximité entre elles. Je pense que vous aussi, vous l'avez senti au travers de cette interview. Et je me suis dit qu'il était très important de vous partager ce témoignage parce qu'il y a de plus en plus d'enfants super connectés à l'invisible qui sont arrivés ces dernières décennies et qui vont continuer à arriver en masse, qui se sentent en total décalage avec le monde dans lequel ils ont atterri et très souvent isolés. Cet épisode est dédié à ces enfants et à leurs parents. J'espère que le témoignage de Romane et Caroline vous apportera la force et le courage de rayonner vos plus belles couleurs. Et dernièrement, si le sujet de la déscolarisation vous intéresse, je vous conseille fortement le documentaire réalisé par Clara Bellard qui s'intitule « Être et devenir » et qui soulève beaucoup de questions très intéressantes sur cette thématique. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine.